Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Au lendemain du débat présidentiel, les candidats à la présidence repartent en campagne. Une vive tension a régné ce jeudi au niveau de Delma. À l'origine, un mouvement de protestation organisé par plusieurs centaines de personnes contre la fermeture du consulat général de la République du Suriname à Delma 71. L'ancien directeur de l'ONA, Sandro Joseph, qui vient d'être libéré, doit restituer les fonds disparus pendant sa gestion, selon le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Danton Léger. Redémarrage de la campagne présidentielle. Le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, promet de réinstaurer les programmes d'assistance sociale supprimés par le gouvernement provisoire. En campagne à Carrefour, dans l'Ouest, et La Victoire, dans le Nord, l'entrepreneur s'est engagé à poursuivre les programmes Corée étudiant, Corée paysan et Ti Maman Chérie qui, dit-il, avaient contribué à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Le candidat de la paix, Jules Célestin, quant à lui, était au niveau du Bel-Air et à Cité-Soleil. Il a organisé une marche pour la paix qui a abouti au Champ de Mars. Monsieur Célestin en a profité pour revenir sur ses propos tenus lors de sa participation au débat de GIAP. Il a précisé qu'il entend effectivement former des médecins d'urgence en 2 ans dans le cadre d'un programme de médecine préventive qui sera mis en œuvre dans les sections communales. Pour sa part, Moïse Jean-Charles de Petite-Dessalines était dans la Grande-Anse où il a sillonné plusieurs communes. Il a présenté les grandes lignes de son programme politique, mais après le départ du candidat de Petite-Dessalines, quelques incidents mineurs ont été recensés dans un quartier chaud de la ville de Jérémie où il y a eu des échauffourées entre ses partisans et ceux d'un autre candidat. En marge de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, à New York, le président Jocelyn Privert a tenu mercredi soir une réunion bilatérale avec le président dominicain Danilo Medina, durant laquelle ils ont convenu d'une rencontre entre leurs ministres des Affaires étrangères et directeurs des douanes respectifs, selon l'agence en ligne dominicaine OI Digital. Jocelyn Privert a exprimé son désir d'améliorer les relations avec la République dominicaine et a dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir, selon l'article de OI Digital. Rappelons que Jocelyn Privert avait déjà rencontré Danilo Medina en juin dernier, en marge du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe à La Havane, Cuba. Pour avoir une idée de la manière dont le débat présidentiel a été perçu à l'étranger, nous avons avec nous ce soir M. Stanley Lucas, spécialiste en développement politique. Bonsoir Stanley Lucas. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Métropole. Monsieur Lucas, le premier débat présidentiel organisé par le GIAP a eu lieu mardi soir. Comment ce débat a-t-il été perçu à Washington et vous-même, personnellement, qu'est-ce que vous en avez pensé? En analysant le débat, on se rend compte que chacun des candidats avait des objectifs politiques spécifiques en fonction de l'environnement électoral. En analysant le débat, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de gagnant, mais il y a eu des perdants. Le premier perdant a été Maryse Narcisse parce qu'elle ne s'est pas présentée au débat. C'était l'opportunité pour elle de présenter à la nation, aux votants, sa vision politique, son plan, ses projets, son expérience, sa compétence et son indépendance par rapport à l'ancien président. Son absence lui a coûté cher. Le deuxième perdant du débat, et pour le comprendre, l'auditeur, le téléspectateur doit savoir que même quand on a un débat de 3 heures de temps, il y a ce qu'on appelle des moments politiques du débat. En général, ça ne dure pas 2 minutes. C'est ce qui détermine en général les ou le gagnant ou les perdants. Donc le deuxième perdant du débat a été Jules Célestin, à cause de sa gaffe sur les médecins, la formation des médecins de 2 ans. N'importe qui ou n'importe quel citoyen formé sait qu'il faut à peu près 9 ans pour devenir médecin. Et la troisième gaffe du débat
a été suite à une attaque de Mme Edmonde Bozil contre M. Moïse Jean-Charles. Et le jour du départ coïncidait avec l'anniversaire de l'empereur, le général en chef Jean-Jacques Dessalines. L'anniversaire de naissance. C'est ça. Quand Edmonde Bozil a rappelé à Moïse Jean-Charles que ce jour-là, c'était le jour de l'anniversaire de Jean-Jacques Dessalines, ça a été un coup mortel qui a crucifié Moïse Jean-Charles, qui ne peut pas se remettre de l'erreur, parce qu'il se présente toujours comme le fils et l'enfant de Dessalines, petite Dessalines, qui ne se rappelle pas de l'anniversaire de son père. Donc ça a été vraiment un coup mortel. Maintenant, est-ce que le débat a changé la dynamique électorale? Absolument pas. Le débat est resté neutre. Bien entendu, la question qui se pose, des 7% de Maryse Narcisse, qui va gagner de ce pourcentage-là? Est-ce que ça va être Jude Célestin, Edmonde Bozil qui vont gagner 2 ou 3%? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être Jovenel Moïse? Je ne sais pas. Mais le débat n'a pas eu de gagnants, mais plutôt des perdants. Est-ce que ce débat, Monsieur Lucas, est-ce que ce débat a intéressé la diaspora, que ce soit à Washington, New York, Miami? Totalement. La diaspora était totalement branchée et dans certains moments frustrée parce que le GIAP avait donné 1 heure pour présenter le débat à la télévision et à la radio. Le GIAP était un peu en retard et la diaspora en général est à l'heure. Ça avait créé des frustrations. Bien sûr, la diaspora a suivi de près le débat et dans toutes les stations de télévision et radio de la diaspora, il y a eu des émissions d'analyse, de compréhension pour essayer de décortiquer le contenu du débat. La 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU se déroule actuellement en présence de tous les chefs d'État et de gouvernement. Monsieur Jocelyn Privert y est en tant que président d'Haïti. Première question, l'ONU a-t-elle l'habitude de recevoir des présidents qui ne sont pas constitutionnellement élus? Et question subsidiaire, le fait pour l'ONU d'inviter M. Privert ne revient-il pas à le légitimer en tant que président d'Haïti? Bon, il y a une tradition diplomatique au niveau de l'Organisation des États-Unis. Dans le concept de promotion de la démocratie, ils invitent des présidents dictateurs qui, si vous voulez, essaient d'adopter une réforme orientée vers la démocratie, des présidents de facto et des présidents militaires qui sont en train de lancer leur pays dans une direction démocratique. L'Organisation des Nations Unies, ils sont au courant que depuis le 14 juin, Privert est un président de facto, parce que conformément aux articles 98.3 et 134.3 de la Constitution, qui sont aussi des visas de l'accord signé le 5 février, M. Privert ne pouvait ni prolonger son mandat, ni obtenir un nouveau mandat. Pour garantir que M. Privert, le président de facto, ne renonce pas à ses obligations d'organiser les élections, ils l'ont fait venir pour entendre son discours d'engagement et de promesses par rapport aux élections du 9 octobre. S'il ne tient pas ses promesses le 9 octobre, nous risquons d'aller visiter M. Privert au pénitencier national le 10 octobre. Merci M. Lucas, merci de cet éclairage. Merci de nous avoir indiqué comment la diaspora a reçu ce débat. Gardons le contact et à très bientôt. Bon, je profite de l'occasion pour te remercier et pour remercier l'équipe de Métropole parce que vos émissions télévisées sont très suivies dans la diaspora pour le contenu indépendant, pour la qualité et l'intégrité de l'information. Donc, Télémétropole est très admirée, très suivie et vos informations sont aussi utilisées par beaucoup de télévisions de la diaspora. Nous ne pouvons que vous dire merci. Merci Monsieur Lucas, au nom de toute l'équipe de Métropole et au revoir et à bientôt. Plaisir réciproque. Le parquet a libéré l'ancien directeur de l'ONA mardi. Même si le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Danton Léger, se dit insatisfait de la décision de justice qui a abouti à cet acquittement, il ne va pas se pourvoir en cassation. Cependant, il réclame que Sandro Joseph restitue les fonds qui ont disparu pendant sa gestion.
L'acquittement de Sandro Joseph fait aussi grincer les dents au niveau du réseau national de défense des droits humains. Son secrétaire exécutif annonce qu'une demande a été envoyée à la Cour supérieure des comptes pour qu'elle se saisisse du dossier. Pierre Espérance parle de démagogie et de décision de justice honteuse. Lancement ce mercredi du projet de renforcement du service d'assistance légale par la direction de l'administration pénitentiaire. Un projet financé à hauteur de 150 000 $ par l'UNICEF, l'Office de la protection du citoyen et la Croix-Rouge. Ce projet entre dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée et doit contribuer à la formation et à la réinsertion des détenus en un an. Suivez tour à tour les explications de Jean-Gardy Muscadin de l'administration pénitentiaire et de la protectrice du citoyen Florence Elie. J'aime toujours dire que la prison, ce n'est pas mieux avec agent de surveillance seulement. La prison, le système pénitentiaire là en particulier, il y a d'autres structures qu'on a. Ce n'est pas infrastructure seulement, il y a une structure médicale, il y a une structure psychologique, une assistance sociale. Il y a une structure médicale et il y a une assistance légaux qui, dans cette structure, dans ce système-là, qui fait une interaction, qui fait le pont entre détenus eux-mêmes et acteurs dans le système judiciaire pour faciliter le travail, pour permettre aux acteurs, s'il y a des dossiers qui brillent, s'il y a des gens qui brillent, pour être capable de faire autorité, connaître ça, pour remonter le dossier. Le projet, en fait, c'est un projet qui a un pile infrastructure, mais le projet a ciblé surtout la formation. Nous avons demandé pour que le projet a fait recrutement tout. Malheureusement, ce n'est pas dans les cordes de l'UNICEF, mais nous-mêmes, nous allons essayer de notre côté haïtien, pour nous, avec formation, ça, si on aura un effet multiplicateur, là, nous-mêmes, nous arrivons en mesure pour nous augmenter l'effectif assistants légaux. Parce que peu importe la quantité de monde qui travaille sous détention préventive, pour me soulever, moi-même, quand je suis en prison, presque tout le temps, je suis en prison, puis bien passer des APA, parce que je visite le plus. Je suis plus en contact avec, les mêmes en contact avec les gens qui veillent prisonniers. Moi-même, dans l'OPC, nous en contact avec base. Ça veut dire que les gens qui souffrent, c'est avec eux que nous parlons chaque jour. Donc, nous mettons tête nous ensemble pour nous aller mieux. Parce que dans la loi OPC, le consulat général de la République du Suriname en Haïti est fermé jusqu'à nouvel ordre, selon une note affichée sur la porte principale de l'institution. Ils étaient plus d'une centaine à trouper ce jeudi devant les locaux du consulat à Delma 71. Passeports et autres documents en main, ces personnes qui souhaitaient se rendre à Paramaribo se disaient choquées d'apprendre qu'il leur faut désormais un visa pour y aller, alors que ce n'était pas le cas auparavant. En réaction, ils ont organisé une manifestation ce jeudi, paralysant ainsi la circulation au niveau de l'autoroute de Delma. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour rétablir le calme. Tout en critiquant les autorités diplomatiques surinamiennes, ils ont profité pour réclamer le remboursement de leurs billets d'avion et leur réservation de chambres d'hôtel. Mais c'est l'argent qui a gaspillé. Passé, moi-même, pas perdre l'argent, non. S'il pas qu'à bon visa pour m'aller, là, pour bourser l'argent. Combien vous achetez visa? 1040 $ américains. Acheter bien, non, partenaire fait forme, tout le monde est parti normal. Quand il y a demandé nous femmes pour nous remplir, ça veut dire que moi-même, pas contre qui ça dit dans forme, nous pas accepter nous-mêmes pour nous bailler forme, tout simplement, moi-même, je voulais. Pour les femmes voyager si eux-mêmes qui décident pour nous bailler visa, pour nous voir aller. D'une fois que vous pas voulu décider, moi-même, quoi, moi, on fait mal, moi, accepter, moi, décider pour vous l'argent. Demander pour vous l'argent. Moi, je suis parti avec un seul team. Si seulement s'il peut l'exiger pour venir avec formulaire la demander, nous pas dire non, mais c'est le monde qui peut avoir un visa. Mais tout le monde qui t'a acheté, alors, qui peut avoir un billet à proprement titre. Mais tout le monde qui a fait acheter billet avec ces quatre là, c'est normal pour faire moun ça voyager après s'il a mis
conditions dans bagay la mettre conditions dans bagay là. Notons qu'entre-temps, cet attroupement a causé une paralysie temporaire du fonctionnement du guichet chauffeur de la Unibank qui se trouve dans le même bâtiment que le consulat. À l'occasion de ces 47 années d'existence, le Conseil national des télécommunications, Conatel, organise le premier salon de l'économie numérique les 27 et 28 septembre prochains. Il s'agit tout d'abord de faire se rencontrer les acteurs du secteur de l'économie numérique et de créer un cadre d'échange sur les technologies de l'information et de la communication, selon le directeur général du Conatel, Jean-Marie Altema. Ce salon sera aussi l'occasion pour des jeunes programmeurs présélectionnés de mettre à l'œuvre leurs compétences. Nous croyons et nous convaincus que technologie capable d'aider à développement économique avec social pays. Même je l'ai fait dans tout l'autre pays, côté technologie rivée, gagner développement social, côté technologie rivée, gagner développement économique, qu'on a-t-elle engagé pour que les outils, services qui sont disponibles à la population, à consommateurs et services qui sont fournis par opérateurs arrivent vraiment à permettre un développement économique avec social dans le pays. Donc dans ce sens, ça, salon à lancé. Nous gagnons un site internet qui est créé pour ça, côté toute information autour de salon disponible. Et site internet ça, c'est www.économie-numérique-2016.ht. Salon a réuni tout acteur en dans chaîne, de producteurs à consommateurs. Et nous voulons, à travers salon, je nous dis, arriver à un véritable développement de ce secteur pour gagner un développement économique avec social à partir de outils technologiques, à partir de services technologiques qui existent. Donc, site internet là disponible pour gagner accès à toute information et pour inscription. Nous gagnons des experts haïtiens et des experts étrangers avec nous pour débattre autour de un bon sujet qui a rapport avec le numérique. Nous gagnons des sujets qui ont rapport avec cybercriminalité. Nous avons des sujets qui ont rapport avec l'économique en lui-même. Nous avons des sujets qui ont rapport avec politique publique dans la question de télécommunication. Nous avons des sujets tout qui ont rapport avec l'inclusion financière, qui pourra permettre que tout le monde en dans chaîne capable d'arriver, conduire, aider à développement de l'écosystème. La boucle est bouclée. Encore une fois, merci de votre attention. À la prochaine, même heure, même chaîne.